Yo, bienvenue dans ce podcast, ça va, tranquille, la forme, bien ou bien? Bon, dans cette vidéo, et d'ailleurs, petit aparté avant que je commence ce podcast, je sais pas si je t'avais dit, mais je viens de trouver, là, parce que ça me fait un éclairage, en fait, c'est l'éclairage, il est un peu chelou, ça me fait une tête rouge comme une écrevisse, mais en fait, ça vient, parce que là, je shoot avec mon Google Pixel 7 Pro, le même que j'avais en Asie, et là, je suis en 4K 30 FPS, voilà, ça t'intéresse, ça se trouve, t'en bats clairement les couilles, et ouais, et du coup, ça me fait un couleur rouge, tu vois, avec l'éclairage. Bon, bref, aparté fait. Euh, du coup, dans ce podcast, on va parler de quoi? Le sujet de la vidéo du podcast, c'est J'ai tout arrêté depuis Maurice. Voici pourquoi. Pourquoi? Alors, j'avais pensé aussi à un autre sujet de vidéo, c'est pourquoi j'ai sacrifié mon business qui marche pour recommencer à zéro. Voilà, ça c'est un sujet très très intéressant. Et dans le prochain podcast d'ailleurs, je parlerai de pourquoi je me lève à 5h30 à Maurice alors que mon business fout le camp, clairement. Alors, beaucoup de choses à parler dans ce podcast. Enfin, je te dis ça se trouve, il va durer 10 minutes. En fait, pour te planter de contexte, je t'avais déjà parlé, mais pour précise rapidement, il faut savoir que moi, donc là, c'est une chaîne YouTube perso, la Sebflow. C'est un projet kiff, plaisir. Et en fait, à côté de ça, j'ai une autre chaîne YouTube. Je vais pas dire le nom pour l'instant, enfin, à moins que ça t'intéresse. Dans ce cas-là, tu me le dis en commentaire, mais j'éprouve pas forcément le besoin ici de faire de la pub pour ça. Et en fait, cette chaîne, je m'en sers comme, je sais pas si le terme te parle, mais génération leads. En gros, donc je travaille dans le SEO depuis, donc je t'ai dit 2007-2008. Et voilà, dans le business en ligne, le marketing. Et donc, tu as plusieurs sources de monétisation, moyens de monétisation. Et tu as ce qu'on appelle notamment générer du trafic organique, que ce soit via Google, YouTube. Et le but, c'est, voilà, le système commercial, en fait, c'est de générer tout ce qu'on appelle des leads. Donc, en fait, des leads, c'est-à-dire c'est des devis, des contacts de prospects, donc des clients potentiels, voilà, qui est intéressant. Et donc, comment générer ces leads? En gros, comment attirer des futurs clients à toi, des prospects qualifiés tant qu'à faire à toi? Parce que la base, c'est la qualification dans tout. Moi, c'est ma stratégie. C'est je vise en fait l'efficience, la qualité à tout niveau, qualité du trafic, qualité du contact, qualité de l'audience, etc. Vu que je fais de la génération, création et monétisation d'audience, en tout cas avec ce projet-là notamment. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que voilà, donc ça je t'avais parlé de 2022 à 2024, donc les 2 ans de voyage en Asie. C'est un projet qui a marché fort, notamment en 2023, la grosse année à ce niveau-là, et grâce notamment, surtout, enfin, oui, parce qu'après j'avais un groupe, un canal Telegram, mais en tout cas, et j'avais les autres réseaux sociaux, X et compagnie, mais vraiment, la pierre angulaire, c'est vraiment YouTube. En fait, je me suis servi de YouTube comme une machine à leads pour faire la génération de leads. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, c'est surtout connu principalement pour voilà, être ce qu'on appelle être youtubeur, devenir youtubeur. Donc, quand on entend ce terme, et dans la tête, on va dire mainstream du grand public, je fais des vidéos YouTube, ça veut dire, on associe ça, je veux devenir youtubeur, et donc tu associes ça à générer des millions de vues, avoir le plus d'abonnés ouais, d'abonnés et de vues possibles, ou comme les réseaux, les followers et compagnie. Et comment monétiser ça? C'est comme une approche, on va dire, influenceur, avec soit de la monétisation. Là, ici, par exemple, tu passes par des régies pub comme Google AdSense, parce que YouTube, c'est Google, hein, c'est Google version vidéo, ça appartient à Google. Ou alors, ouais, non, je crois que c'est la principale régie pub, ouais, non, t'as pas d'autres régies pub. Et sinon, un influenceur, c'est-à-dire que voilà, quand tu as une certaine visibilité, et ben, tu as les marques qui te contactent pour mettre en place de l'affiliation, du sponsoring, des partenariats, etc., des placements de produits. Voilà. Ça, c'est le truc classique, le fameux YouTube Game, le jeu des réseaux sociaux influenceurs. Il y a un autre jeu sur YouTube qui est beaucoup moins connu, qui est une approche plus professionnelle, c'est-à-dire que tu te sers de YouTube. Le but initial, enfin principal, ça va pas forcément être de générer des millions de vues, c'est-à-dire de s'adresser à la masse, mais au contraire de faire entre guillemets le moins de vues possible. En tout cas, c'est surtout de s'adresser à tes clients idéaux, ce qu'on appelle définir un persona en marketing. Et donc forcément, c'est surtout en fait générer des vues qualifiées. On va viser la qualification de l'audience. C'est-à-dire concrètement, au lieu de faire une vidéo qui va viser 10 millions de vues et qui va peut-être t'apporter, j'en sais rien, moi, j'ai n'importe quoi, 10 clients éventuellement potentiels, ou pas, parce que faire 1 million de vues, c'est généralement une approche de divertissement, et la personne qui regarde ça, bah voilà, elle est dans les transports, ou elle est sur son canapé, etc., elle veut chiller. Alors que si tu fais une vidéo qui fait beaucoup moins de vues, qui fait, allez, 100 000, peut-être 10 000 vues, et ben sur ce nombre de vues-là, tu auras peut-être 10, 20, 30, 40, 50 clients qualifiés qui vont te ramener des pépettes, et à vidéo égale, en fait, ça sera beaucoup plus rentable parce que pour générer une vidéo YouTube, ce qu'on appelle d'entertainment, de divertissement, ça peut demander quand même pas mal de moyens pour la production de vidéos. Je vais te prendre un exemple extrême que tu dois connaître, MrBeast. MrBeast, il dépense des millions d'euros, des millions, enfin oui, en dollars,
pour chaque vidéo, il a une grosse équipe, donc gros taf en termes de prod, pour la préparation de la vidéo, également après en ce qu'on appelle en post-production, donc le montage de la vidéo, il faut faire des jump cuts, des montages dynamiques, il faut rendre dynamique la vidéo, etc. Enfin bref, c'est vraiment pensé pour le divertissement, ça demande du gros taf, gros moyens, etc. Et derrière, après, voilà, pour générer des pépettes. Alors qu'une vidéo qui est faite, on va dire, pour attirer des clients, c'est pas du tout la même approche, c'est une approche beaucoup plus légère, beaucoup plus simple à produire, c'est un format un petit peu ce qui se rapproche de ce que je fais actuellement, un format ce qu'on appelle RAW, un format brut. T'as pas besoin de faire beaucoup d'effets de montage, parce que la personne qui regarde ce type de vidéo, elle est pas là pour se divertir, elle est là pour s'éduquer. En fait, c'est l'approche éducative. Tu réponds à des questions que ton prospect se pose, tu l'aides à résoudre son problème en fait, comment faire ceci ou cela, par exemple les vidéos tuto, bon bref. Et donc voilà, donc cette chaîne YouTube que j'avais marchait bien, elle était rentable, très rentable même. Et le problème de ça, c'est que le sujet, le contenu, le SEO en tant que tel, la partie notamment technique, j'étais connu pour, je suis toujours connu d'ailleurs pour mon expertise à ce niveau-là, et c'est bien d'être reconnu pour ton expertise, parce que tu peux facturer cher, du tarif horaire, du consulting, de la formation, etc. C'est facile entre guillemets à vendre, parce que ta clientèle est éduquée, c'est toujours plus facile forcément à vendre à du B2B, à des professionnels qu'à des particuliers, parce que le professionnel a le budget, a le mindset pour ça, il pense investissement, retour sur investissement, que le particulier c'est plus une logique de dépense, de faire plaisir, c'est pas la même approche. La limite à ça, c'est que quand tu as l'étiquette d'expert et que tu t'adresses à une niche, tu t'enfermes en fait dans la niche, dans le rôle de l'expert. Et donc, voilà, tu fais ça pendant quelques années, c'est pas gênant. Au bout d'un moment, comme moi, tu vois, 2007, 2028, là on est en 2026. Bon, à la fin, c'est usant, t'as fait le tour du sujet. Après, ça dépend des personnalités, tu vois, t'en as, ça les dérange pas. Moi, j'ai une personnalité où j'ai besoin d'être mis au défi, d'avoir des challenges, de me transcender, que ça ait du sens pour pouvoir être épanoui, prendre du plaisir. Et je deviens bon dans ce que je fais quand je suis passionné. Et quand t'es passionné, tu t'es passionnant, t'apprends plus vite, etc. Les gens le sentent, le captent, etc. Et là, effectivement, j'ai une perte d'intérêt pour ce sujet-là, le SEO, ce domaine-là. L'audience l'a senti parce que je l'ai verbalisé, et donc forcément j'ai une baisse de chiffre d'affaires qui est inévitable et auquel j'étais attendu. C'était pas vraiment une surprise, alors je pensais pas que c'était à ce point-là, mais parce que j'ai une personnalité qui fait que, vu que j'ai une personnalité forte, j'ai la capacité à la fois de faire entre guillemets des coups, de générer beaucoup de chiffre d'affaires, de faire connaître rapidement, parce que je sais comment attirer l'attention, et d'un autre côté, la contrepartie, je sais également quand j'ai plus ce côté, la flamme, on va dire, la perte d'intérêt, ça se ressent également, c'est exacerbé dans les deux sens en fait. Et donc cette chaîne-là, je la maintiens plus par inertie, par sécurité financière, parce que il faut payer des factures, il y a une réalité financière, mais c'est pas quelque chose qui continue à me motiver, en tout cas le sujet, parce que la création de vidéos, ça me plaît toujours, la preuve avec la reprise de cette chaîne, en tout cas la nouvelle direction, la nouvelle DA, mais le sujet, voilà. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est peut-être un peu, je sais pas comment qualifier ça, un peu foufou, un peu concon, ou risqué en tout cas, parce que je prends le risque, tout le monde n'est pas prêt à supporter ce risque-là, et c'est un vrai risque pour le coup, parce que j'accepte de me mettre dans une situation financière inconfortable, par choix, par envie, et voilà, parce que j'ai envie d'écouter, j'ai besoin en tout cas d'écouter, on va dire, mon âme, entre guillemets, mon enfant intérieur. Et du coup, c'est marrant, parce que c'est ça aussi j'avais prévu de faire cette vidéo-là, ce podcast, pour te parler, j'ai tout arrêté depuis Maurice, mais d'autant plus quand ça, c'est pour ça que c'est génial avec l'IA et les agents IA, parce que c'est lié également à mon domaine. Là, je suis en train d'échanger en ce moment pas mal avec Claude AI, et du coup c'est ce qui m'avait également donné l'envie de faire cette vidéo, c'est même sur les conseils de Claude, pour te partager un petit peu l'essence de la discussion, la conversation que j'ai eue avec lui ce matin. Et tu vois, il me dit ce que tu décris, c'est exactement la distinction que tu connais mieux que quiconque, la différence entre ce qui est fait, parce que Claude, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, je sais pas si tu connais, c'est un agent IA, mais il est putain de bon, quoi. Il est pas bon partout, en fait, chaque IA est bonne pour différents besoins. Par exemple, Grok, l'IA de X, est très bonne pour faire de la veille, de la recherche, synthétiser, tout ça. Claude est très très bon, notamment moi je m'en sers pour la génération de scripts YouTube, alors pas pour cette chaîne, mais pour la chaîne pro. Pour du reframing, du recadrage, du coaching, très très bon. Lui s'en fout, tu le brosses dans le sens du poil, tu vois, il est vraiment efficient et très très bon là-dessus. Très percutant, en plus il a une mémoire, donc ça c'est très bien, c'est-à-dire que là il est capable, plus tu lui fournis de la data, plus il est capable de, en gros, d'écrire ton profil, tes besoins, tes envies, et donc plus d'interagir avec lui, et de meilleur l'IA s'améliore de mieux en mieux. Elle s'adapte, elle se personnalise davantage à tes réponses, tes attentes. Et là tu avais dit la différence entre ce qui est fait par détermination, parce qu'il arrive à rebondir à d'autres discussions, grâce à sa mémoire, la différence entre ce qui est fait par détermination froide et ce qui coule naturellement.
Effectivement, parce que je te dis, la chaîne, donc je vais pas dire le nom, c'est par inertie, j'ai plus vraiment, ça me fait plus trop vibrer. Et celle-là, bah voilà, cette chaîne Sebflow, même si elle est pas du tout rentable pour l'instant, eh ben je le fais avec plaisir, ça me fait vibrer. Et en fait, l'approche que je cherche à terme, pas pour l'instant, parce que j'ai pas envie volontairement de me prendre entre guillemets la tête avec ça, et surtout j'ai pas envie que ça bloque l'énergie créative. C'est-à-dire cette chaîne Sebflow, j'ai une approche réaliste, c'est-à-dire qu'à terme, je sais qu'il faudra que ça soit une chaîne rentable. Parce que, bah, à un moment donné, voilà, le gratuit, c'est pas à vie, hein, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que là, bah, le gratuit, ça paie pas les factures. Et donc, pour pouvoir maintenir cette chaîne-là, pour pouvoir continuer à créer, vu que ça demande du temps et des ressources, eh bien, il faut que ça génère des revenus pour justement pouvoir continuer et à me consacrer quelque part à temps plein, que ça génère un salaire. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'approche est complètement différente parce que avec cette chaîne pro, donc chaque fois je fais gaffe de pas citer le nom, le mec qui veut pas faire sa pub, tu sais. Chaque fois que quand j'ai l'approche avec la chaîne pro, c'est une approche complètement différente parce qu'en fait, la chaîne pro, quand je l'ai faite, celle-là, donc je l'ai créée, je crois que c'était en 2020, et je l'ai créée vraiment dans un but précis, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui a été faite pour vendre en fait, où là chaque vidéo est pensée pour la vente, pour attirer des clients quoi. Alors que cette chaîne-là, Sebflow, c'est l'inverse en fait, c'est vraiment une chaîne plaisir faite pour me faire kiffer. Et après, l'idée, c'est de me poser la question, de me dire, ok, bah, comment je pourrais monétiser cette chaîne pour réussir à en vivre. Tu vois, le raisonnement est différent. Pour que ça serve en fait ce projet de partager, de continuer à kiffer, tout simplement quoi. Voilà. Mais même si je sais que cette approche-là est inévitable pour maintenir cette chaîne, eh ben, je sais que pour l'instant, j'ai pas envie d'aborder ce sujet-là parce que j'ai peur que ça. Ouais, que ça brime ce côté créatif parce que dès que tu commences à voir l'approche vente, monétisation, bah, tu penses en plus par rapport à mon métier, je sais que j'aurais forcément envie par rapport à ça, je vais penser en termes de stratégie. Là, tu vois, je me prends pas la tête à faire des minas, des thumbnails, de la rétention d'audience, du watch time, je suis pas dans les codes YouTube et compagnie. Là, tu vois, je fais un format, je délivre comme ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et puis je fais ça avant tout pour moi et dans le but que je me dis, bah voilà, si à chaque vidéo podcast ça peut aider ne serait-ce que 2-3 personnes, c'est cool, ça fait le job, tu vois. Voilà. Et donc il me dit quoi, Claude, tu l'as vécu dans les deux sens, les 2 ans en Asie où tout était fluide, ouais. Et maintenant, donc la chaîne pro qui tourne par inertie, c'est vrai. La peur est légitime, Sebflow ne paie pas encore, effectivement. Donc le nom de la chaîne pro paie un peu. Lâcher une sécurité imparfaite pour quelque chose qui n'a pas encore prouvé sa valeur commerciale, c'est ça, c'est réel comme risque. Mais il y a une question plus précise à se poser, que est-ce que je dois pivoter? Est-ce que Sebflow peut monétiser comment? Parce que le vrai problème n'est pas donc le nom de la chaîne pro vs Sebflow, c'est que tu n'as pas encore trouvé comment faire payer ce qui t'inspire. C'est pas la même chose que ça ne peut pas payer. Et tu vois, il dit le personal branding, l'état interne, la performance, parce qu'en fait, c'est ça que je te dis dans cette chaîne YouTube, au travers de chaque vidéo, chaque podcast, dessert le même objectif, c'est de te partager un retour d'expérience, mon retour d'expérience, qui, en tout cas, qui m'a montré que la performance, le fait d'avoir des résultats et de réussir sa vie de manière générale, parce que réussir sa vie, c'est un concept assez abstrait, c'est propre à chacun, mais être épanoui dans sa vie et avoir au niveau travail et financier, de générer des bons revenus, des revenus confortables et d'être épanoui professionnellement et relationnellement, et enfin voilà, l'épanouissement personnel finalement c'est surtout ça, donc ça passe par un équilibre dans tous les domaines. Et ben la vie m'a appris que par rapport à mes expériences, ça vient surtout, principalement, pas que, mais principalement de ton état intérieur. C'est-à-dire que c'est pas forcément lié, voire pas du tout en fait, à un effort, contrairement à ce que le système, l'éducation traditionnelle veut nous faire croire. Ce n'est pas en travaillant plus que tu vas gagner plus. Et il suffit d'observer les personnes riches pour se rendre compte de cette évidence. Les riches ne travaillent pas plus que toi. On a tous 24 heures dans une journée. C'est juste qu'ils travaillent différemment, plus intelligemment, avec une notion de scalabilité, d'investissement, de placement et surtout de faire travailler l'argent pour ça. Pour toi, un excellent exemple par rapport à ça, c'est la bourse. La bourse, c'est de l'éducation financière. Moi, je sais quand j'ai suivi une formation en bourse, en 2023 encore une fois, c'était en juin 2023 quand j'étais en Indonésie, j'avais investi, parce que c'était vraiment un investissement en 1500 euros, et je ne regrette pas du tout, parce que déjà ça m'évitait de perdre de l'argent, j'avais pu perdre facilement 10 000 balles, et en fait c'est grâce à cette formation que j'ai investi, et j'ai investi un peu plus de 100 000, tu vois, 100 000 en capital, et donc j'ai bien gagné en termes de plus-value. Alors ça dépend, parce que des fois ça fluctue, mais on est sur du plus 20, ouais, 20, pas tout à fait 30K, ouais, pas tout à fait 30K, 20-30K, ça dépend à l'heure actuelle.
Et en fait, la notion, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire de faire travailler l'argent. Ce qui est intéressant avec la bourse et les placements, c'est de te dire qu'en gros, ton argent, il travaille pour toi. Tu vois, pendant que je fais ça, cette vidéo, où je vais me balader et tout, bah, t'as ton argent qui travaille pour toi. Et c'est le concept même de revenu passif. Moi, ce qui me plaît également dans le business en ligne, c'est les revenus, enfin passifs, semi-passifs. Parce que comme je t'ai dit, il y a une inertie, mais il faut quand même être un minimum actif. Parce que même si je te parle également de l'état intérieur, ça passe par les actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es là, tu dis, bon, ok, Seb, il m'a dit, c'est juste un état intérieur, c'est-à-dire que je peux me contenter de chiller sur Netflix. Non, c'est pas comme ça. Je te dis pas que c'est magique non plus. Il faut mettre en place des actions. Je dis juste qu'il faut pas avoir d'attente et être dans un environnement propice parce que l'environnement est très très sous-coté, ça influence énormément ta façon de penser en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, notamment, le fait d'être ici à Maurice et de participer à l'événement, la Web Mauritius en mai, je sais que ça va être très bénéfique pour moi, même si j'ai aucune attente particulière à ce niveau-là, mais le simple fait de faire des rencontres, de m'ouvrir à des opportunités, eh ben, je sais que ça peut être intéressant. Et ça, c'est grâce à l'environnement. Pour finir sur le revenu passif, le fait que l'argent travaille pour toi, c'est que, voilà, pareil dans le business en ligne, avec ce qu'on appelle les infoproduits, tu vends des produits d'information. Moi, je sais qu'avec mon ex, quand on avait plusieurs sites qui tournaient autour de l'hypnose, on vendait ce qu'on appelle des infoproduits, des produits digitaux. C'était très, très intéressant, extrêmement rentable. C'est grâce à ces sites-là qu'on avait pu générer plus de 100, j'ai plus le chiffre exact, 120, 130, 140, ouais, pas loin de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et ouais, sans rien faire, ouais, on s'occupait du référencement, de la visibilité. Google, il y avait quand même un minimum de taf, tu vois. Il y avait un minimum de SAV, mais c'était peanuts, quoi. C'était très très rentable par rapport au retour sur investissement. Le retour sur investissement était monstrueux, on avait quasiment pas de charge. Seule charge qu'il y avait à faire, à payer, c'était les frais de fonctionnement, le serveur, c'était pas cher parce que je pouvais le mutualiser. T'avais, oui, les achats de liens, des trucs comme ça, et ça demandait un petit peu de temps, mais c'est comme la bourse, en fait, avec l'approche que j'ai. C'est surtout la mise en place. Et après, la vitesse de croisière, tous les mois, il faut l'entretenir, mais ça ne demande pas énormément de temps. Voilà. Ça, c'est pour la partie revenu passif. Alors, tu vois, il me recadre. Il me dit, toi, tu as 15 ans d'expérience entrepreneuriale réelle. 2 ans de vie nomade, une philosophie du flow qui est ta marque de fabrique, c'est du carburant solide. La question concrète, sur Sebflow, tu as déjà une idée de comment tu vas monétiser? Consulting, formation, communauté, autre chose, tu vois, je partage avec toi en transparence, hein, parce que je t'ai dit pour l'instant, j'ai rien à vendre en tout cas, même si je sais que ça viendra, ça sera un passage nécessaire, mais c'est pas le but premier pour l'instant, où c'est encore flou sur le modèle économique. Et tu vois, il me dit, donc j'interagis avec lui, il me dit ce que tu viens d'écrire en 2 phrases, c'est une situation très claire. Tu as un asset, donc une compétence, qui génère, enfin un actif, qui génère de l'énergie, donc cette chaîne Sebflow. Un asset, donc la chaîne pro qui génère la sécurité. Le problème, c'est que la sécurité financière de le nom de la chaîne pro est elle-même fragile. 36 leads pour un de mes derniers programmes en cours. 0 conversion sur le nom du programme. Une chaîne qui stagne, donc tu sacrifies de l'énergie pour une sécurité qui n'est pas si solide que ça. Et voilà, c'est ce qu'il me dit d'ailleurs, ce n'est pas un vrai trade-off, c'est une illusion de sécurité. La vraie question sur Sebflow et la monétisation, tu l'as esquivé dans la réponse, c'est que le modèle, c'est quoi le modèle dans ta tête? Parce que là, on peut soit continuer à parler de le nom de la chaîne pro et optimiser un truc qui te pèse, soit basculer la conversation sur comment construire un modèle économique autour de ce qui t'inspire vraiment. C'est ça en fait le but. Les deux sont utiles, mais pas en même temps. Et tu vois, je lui ai parlé du positionnement que s'était partagé dans cette chaîne, c'est le côté explorateur, retour d'expérience, plutôt que expert sérieux, le rôle que j'ai sur ma chaîne professionnelle. Et il me dit, c'est exactement ce qui manque dans le marché francophone en ce moment, c'est cohérent avec qui tu es vraiment, mais sois en direct sur une chose. Projet plaisir sans monétisation définie, c'est une façon confortable de ne pas te mettre la pression et c'est légitime par une phase d'exploration. Sauf que ça peut aussi devenir une excuse pour ne jamais structurer le modèle et dans 12 mois te retrouves dans la même situation, Sebflow qui te plaît, mais ne paie pas, et donc le nom de la chaîne pro qui te pèse mais qui rassure. Le positionnement que tu décris, communauté plus uniformation plus explorateur, parce qu'en gros l'idée, moi ce que je voudrais essayer réussir à faire avec cette chaîne, ça serait de fédérer une communauté, une audience en fait, voilà, de gens qui sont dans le même délire, la même vibe, tu vois. Il dit c'est un modèle qui existe, qui fonctionne, la question c'est le chemin pour y aller sans couper le cash flow avant d'avoir quelque chose à sa place. Alors il me dit voilà le move, pas le nom de la chaîne pro vers VS Sebflow, c'est une fausse dichotomie, c'est plutôt est-ce que tu peux utiliser donc le nom de la chaîne pro comme vache à lait minimale, donc pour avoir un revenu minimum. Par exemple, tu construis Sebflow sérieusement, ça veut dire arrêter d'investir l'énergie dans bip bip, au-delà du minimum viable, suspendre mon expérience honnêtement, plutôt que de la maintenir sous perfusion et mettre toute la créativité Sebflow, avec une intention de monétisation même floue au départ. La vraie question que je pose, c'est quoi le minimum financier dont tu as besoin par mois pour être serein, parce que ça définit combien de temps tu peux te permettre de construire Sebflow avant qu'ils doivent générer quelque chose. Donc là, voilà, on interagit, blablabla. Et il me dit, tu vois, sur Sebflow, le fait que tu ne saches pas encore comment le monétiser, c'est sain à ce stade. Le projet plaisir sans pression commerciale immédiate, c'est exactement ce qu'il faut pour laisser émerger quelque chose d'authentique. C'est vraiment ce que je veux, l'authenticité et la spontanéité en fait. Tu l'as dit toi-même, tu vois, sans filtre. J'enchaîne les vidéos fascinantes, je prends des plaisirs, c'est le signal le plus fiable que tu es.
Et sur la chaîne pro, tu vois, il me dit pas de culpabilité, pas de je vais quand même essayer encore 3 mois, c'est fini comme projet principal, tu le sais. Bah ouais, il y a un deuil à faire. Et en fait, c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, ce que me dit Claude à juste titre. C'est en fait la décision que je suis en train de prendre, que j'ai prise. Et le sentiment de lâcher une sécurité illusoire pour quelque chose de vivant. Donc le processus intérieur que je suis en train de vivre. Et en fait, c'est tout simplement partager la vérité d'un entrepreneur parmi d'autres qui recommence quelque chose tout en sachant pourquoi je laisse l'ancien derrière. Et quand je dis entrepreneur, c'est vraiment l'entrepreneur lambda, tu vois, je génère pas des millions d'euros de chiffre d'affaires, je trouve pas en lambeau, tu vois, enfin voilà, je suis vraiment l'entrepreneur du coin, entre guillemets. Et ouais, ça demande quand même du courage parce que, voilà, hein, c'est pas, psychologiquement, c'est pas forcément simple tous les jours parce que, voilà, il y a quand même cette pression financière, hein, c'est l'inconnu, c'est un risque à prendre, mais je sens que c'est nécessaire, pour moi en tout cas. C'est comme, c'est comme, tu vois, je sais pas moi, une plante, enfin un arbre, si tu veux, qui continue à profiter, quelque part à pousser et tout, bah faut des fois savoir couper quelques branches pour que l'arbre puisse continuer pardon, à croître correctement. Et l'histoire, effectivement, moi, que je veux te raconter et que je t'ai raconté déjà en partie, c'est un entrepreneur, donc moi, qui construit un business SEO donc pendant 15 ans, qui se retrouve à Maurice. Là, pour le coup, tu vois, je m'appuie un petit peu sur pas vraiment du script, mais sur une conversation parce que voilà, il y a quand même des choses à dire et c'est quand même important. Donc, je veux quand même garder un fil conducteur. Mais c'est ça que j'ai donc moi, l'entrepreneur qui construit un business SEO pendant 15 ans, qui se retrouve à Maurice, à piocher dans mon épargne, ça c'est une réalité. Parce que voilà, la décision a quand même été. Alors c'est une décision qui s'est quand même réfléchie un minimum. Parce que c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de spontané, impulsif, et d'extérieur, les gens peuvent se dire, j'ai pris ça sur un coup de tête, mais enfin, c'est un coup de tête oui et non, c'est un coup de tête réfléchi, tu vois. Je suis impulsif, oui, j'aime prendre des risques, oui, et je suis pas taré non plus, c'est des risques mesurés. Et effectivement, ça m'a quand même fait cogiter parce que c'est une prise de risque réelle financière, je saute sans filet, en fait, tout simplement. Et pareil, le fait de partir de moi, comme ça, à Maurice, dans l'insécurité financière, parce que en ce moment, je pioche dans mon épargne, c'est une réalité. J'ai quand même des économies de côté, quelques économies de côté, heureusement. Mais depuis que je suis rentré, depuis que je suis rentré d'Asie, donc mi-2024, l'été 2024, je pioche dans l'épargne, et surtout depuis 2025, parce que 2024, j'arrivais à maintenir encore un revenu à peu près décent, même si ça n'avait rien à voir avec avant. Mais ouais, surtout depuis 2025, grosso modo, pour faire simple, j'ai plus de sorties que de rentrées. Voire beaucoup plus de sorties que de rentrées. Peu de rentrées par rapport à des sorties parce que il y a déjà des frais fixes et des frais variables. Et quand je dis des frais, c'est-à-dire que pour mes besoins d'activité pro et besoins personnels. Pro, il y a des licences à gérer. Là, par exemple, dans mon métier, il y a des logiciels qui coûtent cher. Tu as des licences à 100 euros par mois, tu en as d'autres à 200, 300 euros. Ça t'invite plusieurs centaines, voire des milliers d'euros de frais de fonctionnement entre le prix des licences, le coût d'hébergement, des serveurs pour héberger des sites, pour après. Donc ça, c'est en abonnement, c'est des frais récurrents. Après, tu as des achats pseudo one-shot, parce que c'est des achats quand même qui sont récurrents aussi dans le métier pour acheter des liens, parce qu'aujourd'hui, si tu veux être référencé sur Google, il faut acheter des liens, pardon, c'est quasiment inévitable. Et parce que le cœur de l'algo Google pose là-dessus, le fameux PageRank. Et voilà, donc ça c'est pour le côté pro. Après, au niveau perso, voilà, comme tout à chacun, après ça dépend de ton mode de vie, mais t'as voilà, le coût du logement, après c'était un crédit, enfin t'as un loyer à payer, c'était locataire. T'as les frais, EDF, l'eau, l'électricité, les poubelles, les frais abonnement de ta box, peu importe l'opérateur sur lequel t'es, soit Free, Orange, SFR, peu importe. T'as les assurances, assurance auto, assurance moto, si t'as une moto, assurance santé, mutuelle, les frais d'alimentation, faire les courses, tu vois. Et tout ça, ça représente des coûts non négligeables qu'il faut supporter et qui sont bien sûr plus ou moins variables en fonction de ton niveau, ton train de vie, mais dans tous les cas, c'est des frais à assumer. Et voilà, tu sais qu'en fait, peu importe ta rentrée, tu auras tant de sorties en fait. Et donc, c'est une histoire de balance entrée-sortie. Et tu sais que tous les mois, il faut que tu aies tant dans le compte. En tout cas, tu sais que tous les mois, tu as tant qui va sortir du compte. Et donc, forcément, le truc, c'est que moi, les sorties en soi, je m'en fous, tu vois. Le montant des sorties, c'est surtout les rentrées en fait. À partir du moment où tu as plus de rentrées que de sorties, c'est pas un problème. Par exemple, moi, si je sais que je vais rentrer 5K par mois, je m'en fous de sortir 2-3K, tu vois. Par contre, sortir 2-3K, si je rentre que 500, 600, 700, 800, là, c'est différent, tu vois. Donc bon. Mais je sais quelque part, c'est une transition, une étape nécessaire, c'est une traversée du désert
avant de rejoindre l'Oasis ou la prochaine destination. Et ça, la réalité, c'est pour ça aussi que je tenais à faire ce podcast, c'est que la vérité, que je peux comprendre, ça demande du courage, parce que le fait de traverser cette période-là, sur lequel tu n'as aucun visu, strictement aucun visu de la sortie du tunnel, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et donc psychologiquement, c'est inconfortable quand tu t'es là sans filet financier. Quand tu sais que financièrement, tu te mets entre guillemets dans le rouge, tu sais que ça sort, t'arrêtes pas de piocher dans ton épargne. Et donc voilà, quand tu vois que ton épargne, elle neige, justement le lapsus, elle fond comme neige au soleil, tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir une date butoir, il va falloir que ça rentre, il va falloir que tu fasses quelque chose, tu vois. Et donc ouais, c'est quand même assez stressant, c'est pas toujours confortable d'être confronté à ces choix, ça demande du courage, de l'honnêteté, tu fais face à toi-même, à tes propres peurs finalement, c'est une forme de thérapie. Et je peux comprendre que tout le monde ne soit pas prêt à supporter ce risque-là, à l'accepter. En fait, ça rejoint la version risque comme dans la bourse, tu vois, et avec l'horizon de placement. Et en fait, le plus stressant dans l'histoire, c'est la notion de temps. C'est la notion de temps parce que voilà, ça arrive, tu vois, tu peux, des fois tu as des up and down, tu as des moments de bas et c'est pas toujours la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, surtout quand tu es entrepreneur, contrairement aux salariés, tu sais que tous les salariés, tous les mois tu as ta paye, tu vois. Et entrepreneur, t'as pas trop de stabilité, tu vois, c'est des vagues, des fois il y a des mois tu vas rentrer plus, des fois moins. Alors après voilà, par exemple dans mon métier, tu peux arriver à jouer sur la stabilité en facturant ce qu'on appelle du récurrent, par exemple avec du suivi mensuel, des campagnes de suivi, où tu sais que tous les mois il y a tant qui va rentrer avec un certain engagement de la part du client sur un délai, sur une durée d'accompagnement. Tu factures l'accompagnement, mais voilà, malgré tout, il y a quand même pas trop de sécurité par rapport à ça. Et donc le fait d'encaisser des downs, des moments où ça rentre moins, il y a plus de sorties que de rentrées. Ça en soi, c'est pas tellement gênant parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une réalité acceptée. Tu sais que ça fait partie du jeu. Voilà. Là où la composante la plus difficile je trouve, à accepter, c'est le temps en fait. C'est quand ça s'installe dans le temps. Parce que là, je t'ai dit, tu vois, bon, 2024 encore ça allait, c'était assez gérable, c'est surtout à partir de 2025, tu vois. Donc là, on est quoi? On est avril 2026, ça fait 1 an et demi, tu vois. Et tenir pendant quelques mois, 3 mois, 6 mois, 3-6 mois, c'est facilement gérable psychologiquement. Quand tu dépasses 6 mois, psychologiquement, déjà, tu passes dans un autre mood, tu vois. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais si tu as fait l'expérience, je pense que tu vas me comprendre. Et si tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux difficilement comprendre. Parce qu'encore une fois, il faut en faire l'expérience. Et c'est comme connaître les crises boursières. Tu vois, quand tu as des plus-values, forcément, tout va bien. Et quand tu connais là, j'ai une décote là, sur un ETF en Inde, là, Miss India, il y a plusieurs décotes de 10%. Tu as des alertes d'ailleurs du courtier quelque part, tu vois, là où tu as ton PEA par exemple, Bourse Direct, en l'occurrence c'est Bourse Direct, et qui dit, voilà, nous avons l'obligation légalement de vous avertir lorsque un instrument financier a une décote, je crois, de minimum 10%, un truc comme ça. Bon, quand tu reçois ça une fois, 2 fois, tu vois, 3 fois, plusieurs fois, tu dis, ah ok. Et ouais, c'est une forme de jeu, il faut accepter les deux côtés, c'est le revers de la médaille. Et donc, ouais, pour revenir à ça, c'est le facteur temps, tu vois, et c'est vrai quand c'est 1 an et demi, et puis après tu as des seuils aussi psychologiques que tu te définis, qui sont encore une fois propres à chacun, dans ton épargne. Tu sais que ton épargne, psychologiquement, tu vois, moi je sais qu'à partir en dessous d'un certain montant, tu vois, ça picote un peu, tu vois, ça donne des boutons d'ailleurs, tu vois. Donc voilà, il y a une part où d'ailleurs, tu vois, je viens de donner la réponse sans pas de problème, tu vois. C'est pas ce casse. Donc, ouais, donc pas toujours confortable. Mais ça fait partie du jeu, c'est la réalité. C'est la vraie vie, quoi. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de tout arrêter, le sujet de la vidéo, j'ai tout arrêté depuis Maurice. Dans ma tête, j'avais déjà pris cette décision avant de partir à Maurice pour développer cette chaîne et voilà, pour vraiment marquer la transition symboliquement, tu vois, le fait de changer d'environnement symbolique pour casser le truc. Et effectivement, je réalise que voilà, je commençais à le réaliser, mais encore plus maintenant. Depuis que je suis arrivé à Maurice, je suis dans notre vibes quelque part et que je relance cette chaîne. Que ouais, je maintenais tout par inertie et par peur, tu vois, toujours pareil, la peur tu t'accroches au connu, à la sécurité, tu vois, des éléments, des repères, et effectivement qui décide consciemment de lâcher effectivement la sécurité illusoire. Et c'est ça qui est fou, c'est illusoire en fait, on se raconte des histoires pour recommencer quelque chose qui m'inspire, ouais, qui inspire vraiment, sans savoir comment ça va payer. Et j'en suis là aujourd'hui. Je prends du plaisir à faire ces vidéos, ces podcasts, cette chaîne-là. J'ai aucun visu sur cette chaîne-là. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes d'abonnés, de vues. Je sais pas si ça sera rentable ou pas, ça va payer. La seule chose que je sais, c'est que ça me tient à cœur et que pour l'instant, j'ai envie, en tout cas, je prends plaisir à faire ces vidéos, tout simplement. Et tu vois, et c'est ce qu'il dit, Claude, il dit c'est viscéral, c'est vrai, c'est courageux à dire publiquement, ouais.
Et parce que ça demande de l'honnêteté quand même tout ça, de se confier, d'être honnête sur ses émotions notamment et sur ses échecs également. Parce que bah voilà, l'échec fait partie de la réussite, parce que sur les réseaux, sur chaque fois on te matraque de vas-y, je vis ma best life, on te montre toujours des exemples de réussite. Et donc tu as d'énormes biais par rapport à ça, mais ce qu'on te montre pas, c'est un petit peu le biais du survivant, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à maintenir ce genre de lifestyle déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les personnes qui arrivent à un genre de lifestyle, les Mathieu Vu et compagnie, ou riches et compagnie, c'est pas forcément les plus heureux, c'est pas forcément la voie pour être plus heureux, c'est pas l'unique voie en tout cas. C'est pas une finalité en soi. Voilà. Et moi, je sais que dans mon cas, la finalité, si j'étais riche, si j'avais de l'argent, c'est pas forcément de rouler en Lambo et de vivre à Dubaï, tu vois. C'est pas un truc qui m'attire de Dubaï, ce côté bling bling, superficiel et tout. Non, pour moi, le principal intérêt de l'argent, de la richesse matérielle, c'est que ça t'offre le choix en fait. Parce que ce qui est ça qui est intéressant quand tu poses sur des questions plus développement personnel, tout ça, connaissance de soi, c'est en gros de te dire, ok, si demain tu étais riche, par exemple, si demain tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, c'est intéressant parce que quand tu as ces questionnements par couche, il y a des, comment ça s'appelle ça, une thérapie, l'auto-questionnement comme ça, où il disait, tu poses des questions, tu vas sur différentes couches et au bout de, je sais pas quoi, je crois, je sais plus combien, je crois peut-être 13, 15 questions comme ça, bah, ça devient difficile de répondre parce que tu accèdes à plusieurs niveaux quelque part de conscience, des niveaux plus profonds, et tu réalises que bah, les questions vraiment, c'est ça qui est fou, vraiment existentielles, importantes dans la vie, tu te les poses quasiment pas en fait. Tu vois, quand on dit, voilà, qu'est-ce que tu vas faire cet argent si demain t'es millionnaire? Bon, bah, moi déjà, si demain je gagne 1 million d'euros, dans la tête des gens, je sais que ça peut paraître beaucoup d'argent. Pour moi, non, pas du tout. Alors oui, c'est une somme, mais je suis très réaliste par rapport à ça. Je sais que ça part extrêmement vite. 1 million d'euros, t'achètes une villa, rien que les villas, il y a des villas qui valent plusieurs millions d'euros, tu vois, donc t'as même pas assez pour acheter certaines villas. Ça, c'est la première chose. Et après, une fois que tu gagnes des grosses sommes, c'est admettons, je sais pas, moi, pour moi, par les grosses sommes, c'est à partir de, j'en sais rien, 100 millions dans ma tête, tu vois, 100 millions. Là, tu dis, ok, là, tu peux faire des choses. Tu dis, ouais, ok, là, c'est tout le monde, généralement, répond la première chose, les premières réponses, c'est voilà. Alors après, ça varie en fonction des goûts de chacun, mais généralement, c'est le côté plaisir. Voilà, voyager, faire ci, faire là, m'acheter une Lambo, m'acheter du matériel, etc. et tout. Ok. Mais ça, c'est la réponse de surface. Ça, tu vas faire ça pendant, j'en sais rien, peut-être 6 mois, un an. Mais le problème, le problème. Tant mieux, quelque part, en tant qu'être humain, on s'adapte à tout. Ta Lambo, tu vas kiffer les 6 premiers mois, et au bout d'un moment, tu vas considérer ça comme une voiture lambda. Et Lambo lambda, pas mal de jeux de mots. Et voilà, parce que tu t'adaptes à tout. C'est comme le jet privé, tu auras l'émerveillement au départ, waouh, comme le gosse. Et une fois que tu auras fait 20, 30, 300 voyages en jet, tu diras, bon, c'est comme si tu voyageais en classe éco, tu vois. Enfin, j'exagère, mais tu comprends l'idée, quoi. Et preuve en est, les riches sont pas forcément les plus heureux, voire dans l'autre sens, ils sont souvent blasés. Mais en fait, c'est surtout que l'argent, ça renvoie à une autre question beaucoup plus profonde, intéressante, c'est de te dire, ok, si demain, tu peux avoir ce luxe-là financier, de dire, ok, j'ai plus de pression financière-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, c'est là où ça va renvoyer à des inspirations profondes, ce qui touche au niveau de l'âme, au niveau du cœur, tout ça, sur tes valeurs, tes croyances. Tu vois, par exemple, il y en a des personnes, elles vont se dire, bah moi, par exemple, j'aime bien avoir une vocation humanitaire, donc je participerai, je ferai des voyages humanitaires, ou j'aiderai les assos. Tu te dire, ok, bah là, par exemple, voilà, dans mon cas, l'exemple qui me vient, c'est de me dire, ok, bah si demain j'étais vraiment blindé, bon, bah là, tu vois, par exemple, la chaîne, là, j'allais dire non, la chaîne pro, c'est mort, merci, au revoir, j'arrête. Je me consacre par exemple uniquement à ça, cette chaîne-là. Ce qui me ferait kiffer, c'est la radio, toujours le rapport avec le micro, voyager, tout ça. Enfin, en fait, ça te renvoie vraiment à ce qui te fait kiffer en fait. Et parce que souvent, le dilemme qu'on a en tant qu'être humain dans cette société actuelle, c'est de te dire, bah voilà, admettons, si t'as une famille, des gosses et tout, bah tu sais qu'il y a une réalité financière pour payer les factures. Et dire, ok, bah ouais, mais et souvent, tu sais, t'as plein de personnes qui ont des passions, qui ont envie de faire des trucs, dire, ah ouais, putain, si j'avais de l'argent, tu sais, je ferais ça, ou voilà, mais qui s'interdisent de le faire, qui s'autorisent pas à le faire parce que dire ouais mais j'ai des bouches à nourrir, ouais j'ai ça, tu vois. Et si c'est ça en fait surtout que l'argent amène finalement, c'est le choix en fait. Le choix de pouvoir te consacrer à ce qui te fait vibrer tout simplement. Voilà. C'est un sujet qui pourrait être développé si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, faire une vidéo podcast là-dessus sur l'argent, mon rapport à l'argent, la vision de l'argent en tout cas, ce que ça permet, dis-le moi. Et donc là, ouais, pour en revenir à ça, donc je te disais, j'ai tout arrêté parce que j'ai réalisé que je mettais tout par inertie et par peur. Et je décide maintenant consciemment de lâcher cette sécurité illusoire pour recommencer quelque chose qui m'inspire vraiment, sans savoir comment ça va payer. Voilà, c'est viscéral ce que je te disais.
Voilà, donc ça, c'était vraiment pour le fil conducteur. Est-ce que je voulais dire autre chose dans cette vidéo, ce podcast? Je pense avoir dit l'essence de ce que je voulais dire. C'est quelque part une forme de retraite, quelque part, pas forcément une retraite spirituelle, une retraite intérieure, un retour aux sources, un besoin de se reconnecter à soi, son enfant intérieur. Ça rejoint, je pense, au niveau timing, la crise de la quarantaine, finalement. Parce que, tu sais, on a dans la vie, je pense, des périodes, moi vraiment l'image que j'ai, c'est d'arriver à un carrefour en fait, où je sais que je dois prendre un choix, je sais pas encore quelle route, quel chemin prendre, et je sais qu'une fois que je prendrai ce chemin, ça va déterminer les prochaines années à venir, peut-être les 10 prochaines années, tu vois. Et dans la vie, on a des étapes de vie, on a des choix qui font que ça va influencer, par exemple, les décisions que tu vas prendre à 40 ans vont déterminer ton mode de vie à 50 ans, 50, 60 ans peut-être, tu vois, alors que tu n'en as pas forcément conscience. Et souvent l'erreur, c'est d'être enfermé dans la routine, dans cette fausse sécurité, finalement, cette zone de confort qui n'en est pas vraiment une, qui est une prison dorée, et d'être pris dans cette roue du hamster, et finalement de laisser mourir cet enfant intérieur qui est en toi, cette flamme finalement, qui est en toi, et je trouve ça tellement important, parce que moi je sais que voilà, si j'ai pas la flamme, c'est un pied dans la tombe, mais je trouve c'est trop important pour moi de se sentir vivant en fait, tout simplement, de vibrer. Et quand je dis me sentir vivant, me vibrer et tout, c'est pas forcément faire des trucs de fou, tu vois. Là, moi, c'est les voyages dans mon cas, c'est ce qui me parle, mais t'es pas forcément obligé de voyager. Les voyages, pour moi, c'est une des meilleures thérapies, c'est un des meilleurs moyens que je connaisse à mon niveau, parce que la configuration du voyage fait que le fait de changer d'environnement, d'être dans le mouvement, d'être dans une autre perspective, dans le changement de repère et tout, ça fait que le cerveau, ça l'oblige, consciemment ou pas, à switcher en fait, à penser différemment, et donc ça te permet d'accéder à une autre vision, à une autre réalité, dont tu fais directement l'expérience, et que ce genre de réalité-là, tu peux pas l'intégrer en lisant des bouquins. Tu vois, tu as beau lire tous les bouquins du monde, tu pourras en avoir une idée, tu pourras le mentaliser, mais tu pourras pas vraiment comprendre, l'intégrer. Pour ça, il faut en faire l'expérience, le tester, tout simplement. Voilà, donc je finirai cette vidéo, ce podcast là-dessus. Je sais pas du tout où tout ça va me mener. Je sais que en tout cas, j'ai besoin de le faire. Ça me tient à cœur, et je sais que c'est important pour moi. Et dans tous les cas, cette expérience, quoi qu'il advienne, elle sera enrichissante pour moi à ce niveau-là. Voilà, n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis à de suite dans la prochaine vidéo, le prochain podcast, où je vais parler pourquoi je me lève à 5h30 à Maurice alors que mon business fout le camp et se barre complètement en couille. Ok, allez, à de suite dans la prochaine vidéo, le prochain podcast. Ciao, ciao.